Bonjour et merci Anne-Sophie de m'accueillir ici et de me permettre de m'exprimer à nouveau. J'avais fait un atelier il y a 2 ans dans cette couveuse que j'ai beaucoup appréciée et dont j'ai fait partie pendant quelques mois. Il y a 4 ans de ça. Et j'ai toujours aimé en fait dans cette couveuse ces événements, un peu comme ce soir. Donc soit les événements le soir, soit également les formations en journée, parce que c'était un moment de se retrouver avec d'autres gens qui étaient aussi perdus que moi et qui venaient avec leur liste de courses et qui ne voyaient pas par où prendre les choses. Je crois que ça c'est un point commun des entrepreneurs aujourd'hui, c'est il y a tellement de choses à faire qu'on ne sait pas par où commencer et voilà, il faut s'organiser parce que les journées ne font que 24 heures et hors de question de finir épuisé. Autre aspect de l'entrepreneur, c'est que on sait pourquoi on a signé, mais on ne sait pas trop vers où on va aller et dans combien de temps on va voir le bout du tunnel. Il y a une espèce d'effet tunnel où effectivement on se lance dans l'activité et mais quand est-ce que je vais avoir mon chiffre d'affaires? Quand est-ce que je vais pouvoir vivre de cette nouvelle activité? Est-ce que ça va marcher mon business? Donc je pars dans ce tunnel. Donc je pars dans ce tunnel et en plus je suis seul. Donc pour ceux qui viennent du monde du salariat, il y a un gros changement, puisque j'avais l'habitude avant de prendre des pauses café avec mes collègues, j'avais l'habitude d'aller voir mon chef, donc je m'en plaignais, parce que mon chef, qu'est-ce qui était rasoir et tout ça. En même temps, là, j'aimerais bien l'avoir, pour faire un point de temps en temps, et lui dire où j'en suis, puis lui dire que j'en ai trop. J'en ai trop à faire, et s'il pouvait me décaler 1 ou 2 dossiers, ça m'arrangerait. Et aujourd'hui, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou que ce soit en tant que salarié, il y a une espèce de course au temps, une espèce d'accélération. On est en quête d'innovation, de créativité. En tant que client, on est de plus en plus demandeur d'interactivité. J'achète des produits en ligne. Je veux savoir quand ma commande a été reçue, quand est-ce qu'elle est confirmée, quand est-ce qu'elle va être préparée, expédiée, remise au transporteur. Il ne faut pas qu'elle arrive en retard. Donc il y a une espèce de quête d'immédiateté dans notre société. Et au final, il y a 47% des gens qui disent estimer de passer à côté de leur vie. Effectivement, pour certains d'entre vous, vous avez choisi de devenir entrepreneur, enfin moi c'était mon cas, en quittant le salariat en se disant oh, c'est fini, hein. La course, courir pour n'importe quoi, une vie qui n'a pas de sens, des projets qui changent sans cesse, des priorités qui sont remaniées tous les 4 matins. Et il serait bon que de pas revenir, de pas faire un burn-out en tant qu'entrepreneur. C'est comment se libérer du temps, parce que évidemment, si vous êtes ratatiné, quand vous allez voir vos clients, vos partenaires, quand vous essayez de faire adhérer des gens à votre nouveau produit, votre nouveau service, si vous avez des poches sous les yeux, que vous n'avez pas le moral, parce que je pense que entrepreneur, ça doit être le métier dans lequel on se prend le plus de portes dans le nez. Donc parce que effectivement on veut innover, on veut apporter son produit, un produit qui est différent. Donc tout ce qui est la nouveauté, on se heurte à certains conformismes, à un système qui est déjà en place, à des concurrents déjà existants. On va avoir dans un premier temps comment se libérer du temps, parce que je crois que c'est une quête assez commune, et c'est les cyclés de l'entrepreneur accompli. Je vais vous faire découvrir ces cyclés, parce qu'on va voir qu'en tant qu'entrepreneur finalement, on n'a pas besoin que simplement de gestion du temps. On verra comment utiliser l'accélérateur du bonheur, comment motiver et rester motivé. J'en ai parlé pour vendre votre produit, la première chose, c'est comme un entretien de recrutement, sauf que les entretiens de recrutement, vous en passez peut-être toutes les semaines, tous les mois. Chaque fois que vous rencontrez un client, un partenaire, et voilà, il faut motiver les gens et montrer que ce que vous faites, c'est super. On verra l'importance justement des croyances dans ce périple. Parce que je ne connais pas un sportif qui ait réussi en croyant qu'il allait échouer. Donc je vous testerai un petit peu là-dessus, parce que c'est un point qui est très important. Et l'idée, c'est que cette conférence est plutôt une conférence atelier. Donc je vais vous proposer des petits exercices tout au cours de cette conférence. Juste avant de démarrer, je vais me présenter rapidement. Donc je suis Arnaud Gérard. Donc je suis auteur de ce livre Avoir la vie de ses rêves, qui est sorti chez Erol en janvier. Pour la petite histoire, c'est un nouveau rêve que je réalise. Je n'ai pas toujours réalisé mes rêves, j'ai commencé surtout par les foirer. Quand j'étais adolescent, j'étais amoureux d'une fille en 3e, et parler avec des filles, c'était le monde de l'inaccessible.
Je perdais tous mes moyens. Voilà, en tant qu'hypersensible complexé, vous imaginez ça pour un garçon hypersensible complexé. Tous les soirs, j'écoutais des slows de hard rock, c'était mon époque, ma période hard rock, et je m'endormais en pensant qu'on allait se retrouver dans les bras l'un de l'autre comme ça. Et puis à la fin de la troisième, je la raccompagne sur le chemin se sépare, et puis j'arrive à la maison, et puis mais mince, mais j'ai pas son adresse, j'ai pas son numéro de téléphone, je la reverrai jamais. Voilà, alors ça a été l'échec le plus cuisant de ma vie, mais ça a été aussi la meilleure leçon que j'ai reçue. Si tu veux réaliser tes rêves, réfléchis à comment y arriver. Réfléchis à quelles actions, quelles différentes étapes il va falloir mettre en place pour y arriver. J'ai passé pas mal d'années en entreprise, en tant que chef de projet, et finalement, en fait, je réutilise tout ce que j'ai appris en tant que chef de projet pour gérer son projet de vie ou son projet d'entreprise. En tant qu'entrepreneur, la première fois où je suis devenu entrepreneur, c'était il y a 15 ans. J'ai vécu pendant 2 ans de ma musique. Et du jour au lendemain, en fait, je venais de rentrer dans un cabinet de conseil chez Accenture, Capgemini Enseignant. Et donc, je voulais faire le séminaire d'intégration. J'avais mis un de mes morceaux, je suis auteur-compositeur, j'avais mis un de mes morceaux en ligne sur Internet. Et puis, hop, le morceau d'école arrive numéro 1 de tourp3.com. Et à l'époque, c'était la bulle Internet, et donc on gagnait des sous en fonction du nombre de téléchargements. Donc, au bout du premier mois, je me retrouve avec 13 500 $. Je dis, bon, allez, je saisis la perche de vivre ce rêve. Et puis là, il se met en place une espèce de machine où je me mets à travailler du réveil jusqu'au coucher. Le midi, je suis en train de manger, je réponds à mes mails en même temps. Et je pars complètement en panique. Il y a une espèce de pagaille qui s'installe et j'essaye, je suis en train de courir sans arrêt, etc. Et ça a fait que j'ai foiré ma première entreprise. Donc voilà, donc je suis parti de là, j'ai commencé par foirer mes rêves, j'ai commencé par foirer ma vie d'entrepreneur. Et donc du coup, c'est avec ces éléments-là que je vais vous faire partager les retours d'expérience que j'en ai tirés. Aujourd'hui, je gagne en 2 jours ce que je gagne en 1 semaine. Ça me permet d'avoir du temps libre pour voir mes enfants, aller les chercher à l'école, et puis faire des projets qui ont du sens pour moi, sur lesquels je ne suis pas forcément payé. Comment réussir vite et bien? Donc il y a cette solution-là, parce qu'on dit en tant qu'entrepreneur, il faut dépasser ses limites. Comment se libérer du temps? Je vais rappeler des éléments vraiment essentiels pour que vous puissiez réellement croire qu'il est possible de se libérer du temps et qu'il est possible de s'organiser et que vous pouvez trouver une solution pour pas bosser le soir et pas bosser les week-ends y compris et avoir du temps pour être avec votre moitié, avec vos enfants. Plus j'ai de temps, plus je mets du temps. Donc, à partir de cette loi, l'idée c'est de faire du time boxing, c'est-à-dire de se réserver des créneaux dans son agenda et de dire, là, pour ce truc-là, au vu de l'importance, je m'alloue 2 heures. Si j'ai pas fini au bout de 2 heures, c'est pas grave. C'est frustrant, hein. S'il y en a parmi vous qui sont perfectionnistes, c'est très frustrant. Il faut essayer, et je vais vous recommander le mode brouillon aussi. C'est dès que vous avez des idées, tac, vous notez. Moi, je note ça dans Gmail, sans publicité, mais vous pouvez noter ça quelque part sur un texto, sur un email. Vous notez les idées que vous avez sur un sujet, où vous faites différents dossiers, et vous notez les idées. Il faut noter quand l'inspiration est là, parce que vous allez beaucoup plus vite. C'est quand vous êtes inspiré, quand vous êtes dans une bonne énergie, que vous arrivez à vendre, et que vous avancez très vite. Quand vous êtes dans quelque chose, où vous procrastinez, où ça en fait des heures, etc., laissez tomber. Ça veut dire que c'est peut-être pas le bon jour pour le faire, c'est peut-être pas le bon moment. C'est la matrice d'Eisenhower qui a réparti en fait le temps qu'on devait allouer chaque jour pour ce qui est important et pour ce qui est urgent. Donc il y a avec toutes les combinaisons important, urgent et urgent, important et non urgent. Et ce qu'on oublie, c'est qu'il faut réserver du temps pour l'important qui est non urgent. Et c'est vrai qu'on est en mode, on est les nouveaux pompiers des temps modernes. C'est-à-dire qu'on est un peu en mode urgentiste tout le temps, et ça nous empêche d'avancer sur ce truc qu'on a dit, oh là là, ça fait 3 semaines, je me dis, il faut que j'avance là-dessus absolument, etc. Donc débrouillez-vous, 15%, ça fait 1 heure par jour. Donc je vous dis pas qu'à partir de demain, vous allez débloquer 1 heure pour avancer sur votre sujet important et non urgent, mais ayez bien en tête de le faire, d'essayer de le faire au niveau de la semaine, essayez de prendre commencez par vous réserver une demi-journée sur un truc qui est non urgent. La planification. Chaque matin, je ne sais pas si vous avez recours à ça, chaque matin ou chaque semaine, mais
on dit que 10 minutes de planification, ça permet de gagner 1 heure. Et j'ai réellement éprouvé ça, moi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des journées que j'ai passées où j'arrive à la fin de la journée, je suis éreinté, et j'ai pas fait ce que je devais faire. Quand j'ai peur, je vais aller sur du non important et non urgent, par exemple, pour des petites tâches, pour me changer les idées, etc. Et ça, normalement, vous avez le droit qu'à 5% chaque jour, c'est-à-dire c'est 20 minutes, 30 minutes. Et il y en a qui passent 1 heure, 2 heures, j'en faisais partie. Donc voilà, du coup, il vous faut un petit peu de vigilance bienveillante. C'est pas de la discipline militaire, mais essayez d'avoir ça en tête. C'est l'artiste. On dit en fait qu'on a un problème de la page blanche. La peur de la page blanche. Ben, c'est exactement ça que je vous propose d'éviter. C'est dès que vous êtes inspiré, vous avancez sur le truc et vous laissez faire et vous prenez un temps pour le faire et pour entrer dedans. Si vous n'êtes pas inspiré, vous passez à autre chose. Les journées où je ne suis pas inspiré, je fais de l'administratif. Je déteste ça. Et donc c'est vraiment les jours où je suis pas inspiré, les jours où je suis fatigué, je fais de l'administratif. Et voilà. Comme ça, c'est pas du temps perdu. Parce que j'ai envie de rien, mais bon, il faut le faire. Donc voilà. Et c'est essentiel, pourquoi? Parce que, effectivement, vous êtes tout seul dans votre activité, et on va voir, vous avez besoin de gérer plein de choses, vous avez besoin de gérer plein de métiers, vous avez besoin de gérer de la compta, du juridique, du commercial, du marketing, qui sont en plus des métiers que, pour la plupart, vous apprenez, que vous n'aimez pas forcément. Il y a des gens à l'idée d'aller faire du phoning, du commercial. Il y a une phrase que j'aime à répéter, c'est que riche ou pauvre, heureux ou miné, nous avons tous le même temps. Donc, un PDG qui gagne 2 millions d'euros par jour, en supposant que ça existe, il a le même temps que vous. Il y a aussi une autre loi qui est très importante, c'est les 20-80. 20% de nos efforts rapportent 80% du résultat. Si je veux faire un document, si j'ai un travail à faire, je vais faire 80% du boulot en 20% du temps. Le reste du temps, les 80% restants du temps, c'est entre guillemets du perfectionnisme, de la finalisation. Nous, en tant qu'entrepreneurs, le souci, c'est qu'effectivement, on n'est pas toujours sûr de notre idée, de l'activité qu'on veut lancer, du produit, du service. On a besoin de tester. Donc, il faut essayer de ne pas être trop perfectionniste sur chaque truc qu'on lance, quoi. Deuxième clé de l'entrepreneur accompli, c'est la gestion de ses talents. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de concurrence. Vous retrouvez des sollicitations de partout. Quasiment tout existe avec les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que vous allez... Pourquoi on va vous prendre un produit ou un service? On va vous le prendre parce que vous êtes comme vous êtes. Parce que c'est votre mode de fonctionnement. Parce que c'est votre identité, parce que c'est quelque chose que vous faites parfaitement. L'idée d'organiser vos activités pour être le plus efficace, c'est de maximiser votre utilisation des talents. C'est-à-dire que si vous êtes très bon dans le relationnel, eh ben, le moyen de sortir votre produit, de votre service, ça va être de rencontrer du monde. Si vous êtes très bon dans le graphique, etc., eh ben, il faut que vous fassiez des plaquettes super, etc., que vous les publiez, que vous travaillez sur ces aspects-là. Chacun de vous, il faut que vous appuyiez sur vos talents, il faut que vous les développiez. C'est-à-dire qu'il y a 226 études qui ont été faites sur plus de 275 000 personnes partout dans le monde, et c'est le résultat des neurosciences et de la psychologie positive qui indique que lorsqu'on est heureux, quand on fait des choses qui nous plaisent, on est 3 fois plus créatif. Wow, génial, j'achète. Je suis parti de ce postulat là dans Avoir la vie de ses rêves. Hein. L'idée, c'est l'idée du livre et de ma méthode, c'est de multiplier nos occasions de bonheur. C'est vraiment des choses que j'ai appliquées parce que lorsqu'on est miné, on n'a pas de créativité, on n'a pas d'entrain, on n'emmène pas les gens dans notre projet. Lorsqu'on est heureux, eh bien, ça peut être simplement avec nos petits bonheurs au quotidien. Juste des petites choses qui nous font plaisir. J'aime bien lire mon journal 10 minutes, j'aime bien manger une tartine avec du miel parfumé le matin, me doucher avec un gel parfumé à la mangue, voilà. Autre partie de l'exercice, donc maintenant que vous avez listé vos petits bonheurs, hein, deux ou 3 petits bonheurs, quel petit bonheur vous pouvez vous engager à reproduire la semaine prochaine ou dans le mois prochain? Et je vais vous inviter à prendre juste 1 minute chacun, je sais que ça va durer 10 minutes, mais je vous préviens déjà, 1 minute chacun, à le partager avec votre voisine ou votre voisin.
Donc première question, à combien, dans l'absolu, vous pensez qu'il est possible de réussir en tant qu'entrepreneur de 1 à 10? Deuxième aspect, à combien, toujours de 1 à 10, une autre note, à combien vous pensez, à combien vous croyez que vous-même, personnellement, vous pouvez réussir en tant qu'entrepreneur? Souvent, il y a un écart entre ces notes. Il y en a une partie qui ont la même note. Ils disent, ouais, c'est super, j'ai la même note. Ben, génial. Du coup, tu as un bon niveau de croyance en toi par rapport aux autres. Et souvent, dans la majeure partie des cas, il y a une note qui est inférieure. C'est-à-dire que globalement, je pense que oui, c'est possible de réussir en tant qu'entrepreneur. Mais moi, je peux pas parce que je suis une quiche, parce que je suis feignant, parce que je suis timide, parce que, voilà. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette voix? Je vous pose la question, pourquoi? Pourquoi vous pensez que vous avez moins, que vous pouvez moins réussir, vous, que d'autres? Si j'ai raté ma première expérience d'entrepreneur, c'est à cause d'une phrase comme ça. J'avais la phrase, il faut beaucoup travailler pour réussir. Ce qui est complètement faux, en particulièrement dans le domaine de la musique, mais dans bien d'autres domaines. Donc j'avais cette phrase, il faut beaucoup travailler pour réussir. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait plaisir, j'ai fait un super morceau, je me suis éclaté. J'étais en consulting, j'avais amené mon synthé dans l'hôtel où j'étais du côté de Lyon. Je terminais le morceau et tout ça, je me suis fait super plaisir. Je mets mon morceau en ligne sur Internet comme ça l'été. Tac, il arrive numéro 1. Est-ce que j'ai beaucoup travaillé? Non. Donc c'était absolument horrible pour moi. Il fallait que je valide cette croyance qu'il fallait beaucoup travailler pour réussir. Donc du coup, c'est à cause de ça que je me suis mis à travailler du matin jusqu'au soir, et c'est à cause de ça que je suis passé complètement à côté de mon rêve. À cause de cette phrase limitante. Donc c'est votre ennemi juré là. Cette phrase-là que vous avez entendue, cette phrase qui explique que vous mettiez moins à votre note, c'est vraiment l'ennemi à combattre. Et pour la petite histoire, donc comment ça se combat, hein, comment ça fonctionne? En fait, chaque être humain on a 3 pôles de fonctionnement, tous. Il y a des gens qui sont plus dans le mental, d'autres sont plus dans les émotions, d'autres qui sont plus dans l'action. Mais globalement, on a tous le même mode de fonctionnement. Si je crois, ça c'est les croyances. On a parlé des valeurs, je n'y reviens pas. Les croyances. Si je crois, je suis nul au téléphone. Et que je reçois un appel en me disant oui, je serais ravi que vous me recontactiez, il faut qu'on parle de ce contrat, on peut pas se voir tout de suite parce que je suis à l'étranger, il faut qu'on parle de ce contrat pour vos produits, ça serait génial qu'on puisse le mettre en place. Comment vous allez vous sentir à l'idée d'appeler pour vendre votre produit? Vous allez vous sentir hyper stress, mal à l'aise, etc. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez peut-être revenir vers le mental en vous disant oh non, de toute façon s'ils veulent en parler au téléphone, de toute façon ça marchera pas, j'y crois pas. Vous avez déjà commencé à vous donner des excuses parce que vous croyez que vous êtes nul au téléphone. Je me pousse un peu au derrière et hop, je passe à l'action. Donc j'appelle la personne. Comment se passe l'appel? Je suis un peu stressé, j'appréhende, etc. Du coup, je discute avec la personne, mais j'entends pas bien ses questions, j'arrive pas à me vendre, je dis pas la moitié de ce que j'ai prévu de dire. Et je raccroche et puis je sens pas le truc. Qu'est-ce que je me dis? Je suis vraiment nul au téléphone. Donc, comme des petites souris de laboratoire dans leur roue, on passe 95% de notre temps à valider nos croyances. C'est pour ça que c'est si dur de changer. Hein. Et comment on fait changer ces croyances? Donc, il faut beaucoup travailler pour réussir. En fait, par exemple, on peut changer au niveau du mental, se raisonner par d'autres contre-exemples, en se disant, attends, est-ce qu'un tel, il a fallu beaucoup de travail pour réussir? Est-ce que quand moi, en termes de créativité, quand est-ce que je suis le meilleur? Je suis meilleur quand je suis inspiré. Les meilleurs morceaux, je vais le faire quand je suis inspiré. Est-ce que c'est une question de travail? Non. Et puis j'en discute et je vois dans les magazines, etc. que non, c'est pas du tout ça. Je peux le changer par le pôle des émotions. C'est-à-dire que quand je sens qu'il faut beaucoup travailler pour réussir, l'émotion, au lieu de me sentir stressé, je vais essayer de me mettre une émotion plutôt une émotion de détente. Je vais penser que je suis en vacances, je vais imaginer que j'ai tout mon temps et je vais être plutôt dans quelque chose d'agréable. Hop. Je peux le changer par les actions. Je vais m'entraîner simplement à réussir des choses rapidement. Et tout ça, toutes ces expériences que j'aurais faites, ça va me permettre de faire mentir
ma croyance limitante. Hein. C'est Bouddha qui a dit ça, tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Qu'est-ce qu'il faudrait que vous mettiez en place pour que vous y croyiez à 2 points de plus? Qu'est-ce qu'il faudrait que vous réussissiez? Qu'est-ce qu'il faudrait que vous essayiez? Qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez? Vous avez mis globalement une note, par exemple, à 8 sur 10, je pense qu'il est possible d'entreprendre, de réussir en tant qu'entrepreneur. Et puis vous êtes dit que moi-même je peux réussir, bah, c'est à 6 sur 10. Là, pour passer à 8 sur 10, qu'est-ce qu'il faudrait que je mette en place? Qu'est-ce qu'il est important que je me prouve? Qu'est-ce qu'il est important que je change? Qu'est-ce qu'il est important que je fasse évoluer dans ma façon d'appréhender les choses? Voilà, on va terminer là-dessus. Donc du coup, dans ce que vous avez à définir sur votre projet, il y a effectivement la liste des tâches, tout ce que vous avez à mettre en place, donc qui comprend peut-être ça, qui comprend peut-être vos petits bonheurs, pas oublier, hein, parce que il faut faire du time boxing. Donc vous avez le temps et de faire des petits bonheurs et de faire de l'important non urgent. Donc l'important non urgent, il était là-dedans, là, juste avant. Donc il faut que vous y passiez un peu de temps, donc ce sera peut-être pas la semaine prochaine, mais essayez de planifier pour le mois prochain, ou hein, c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut que vous fassiez bouger. Et pour choisir sa première action, je vous ai dit effectivement de choisir les premières actions en fonction de la longueur, c'est-à-dire ce qui est le plus long à mettre en place. En tant qu'entrepreneur, quand j'étais dans la couveuse, j'ai déjà commencé par tester tout ce qui était le plus risqué en fait. Ce qui est aussi le plus facile, parce que se réserver aussi des petits trucs sympas à faire. La gestion de l'incertitude, ouais. La gestion de l'incertitude, bah, justement, comme rien n'est certain, autant faire ce qui nous plaît. Donc c'est là où, encore une fois, je vous conseille d'utiliser l'accélérateur du bonheur. Sur justement tout ce que vous pouvez pas prédire, plutôt que de vous casser la tête, de faire. Alors c'est bien d'évaluer des scénarios, d'échafauder des scénarios, c'est une très bonne chose, mais certaines fois vous pouvez pas tous prévoir. Donc assurez-vous un maximum de faire des choses qui vous plaisent et qui sont en phase avec ce que vous aimez faire. Quand on est bloqué, c'est pas le fait de rester bloqué sur ce point qui va nous faire avancer. Des fois, justement, c'est le fait de sortir, d'aller voir, de s'aérer la tête, où on va avoir le plus de créativité. C'est finalement quand on est heureux, quand on lâche totalement prise, on fait autre chose. Et puis c'est là où on a l'idée, tiens, mais j'y avais pas pensé. La nuit, des fois, il y a l'inconscient. Des fois, la nuit, vous avez une idée où l'inconscient vous réveille. Ah, mais tiens, mais ah là là, mais ça, c'est pas bon du tout. Là, je pars pas dans le bon truc et tout ça. Votre inconscient, j'en ai pas parlé, c'est votre meilleur allié. Il est avec vous 24 sur 24, 7 jours sur 7 depuis votre naissance. Donc, si votre inconscient vous réveille la nuit et vous dit des choses, écoutez-les. Il y a du sens derrière et il y a des choses que vous pouvez suivre. Dans votre entourage, il y aura peut-être des gens qui sont c'est pas toujours évident d'avoir les gens qui sont les plus porteurs, qui croient le plus en vous, qui vont le plus vous aider sur votre projet, parce que ça paraît un peu fouillis. Des fois même, vous savez pas où vous en êtes et comment l'expliquer. Et donc là, c'est important aussi de faire le tri dans son entourage et finalement de prendre un peu de distance par rapport à des gens qui peuvent être énergivores et d'essayer au mieux d'avoir de s'entourer de personnes qui vous ressourcent. Vous avez trouvé comment un peu articuler cette idée d'être spontané avec l'idée de se planifier tous les jours et puis d'avoir, ce que vous dites, le matin, moi j'ai passé quelques barrières parce que je me suis même mis à travailler la nuit des fois. Quand je me réveillais, enfin, si je me couchais tard ou je me réveillais super tôt, etc. Donc là, c'est important d'avoir l'adhésion de sa famille. Je remercie ma femme. Parce qu'effectivement, du coup, au petit matin, elle voit mes affaires sur le canapé, elle sait que j'ai bossé la nuit, et le matin, je suis pas du tout en état de m'occuper des enfants, etc. Donc, comme en même temps, c'est moi qui m'en occupe les 2 tiers du temps pour les amener, les récupérer, du coup, voilà, on contrebalance là-dessus. Mais c'est vrai que c'est important justement d'associer les gens, parce que... Donc voilà, ça c'est une piste, c'est un axe. L'autre axe, c'est ce que je disais, c'est que quand ça va pas, du coup, les trucs obligatoires que je dois faire, je les fais. Parce que voilà, quand je suis un peu obligé, c'est des trucs, c'est pas des trucs que je fais avec le cœur, c'est des trucs administratifs, des trucs un peu barbants. Il y en a quand même quelques-uns, très peu, de moins en moins, mais les quelques, j'essaye de le faire, quoi. Donc je pense qu'on a toujours moyen quand même d'être
de se mettre un planning. Après, il y a aussi le fait pour moi, c'est très important de faire la sieste. Et du coup, je prends le temps de faire la sieste après le repas. J'essaye le plus possible quand je travaille de chez moi. Quand je suis en intervention, c'est pas toujours... mais même quand je suis en intervention, j'essaie de me trouver un petit endroit pour me poser, parce que du coup, je me suis habitué à ce confort. Mais c'est quelque chose qui me ressource énormément. Donc je pense que chacun peut trouver des clés qui le ressourcent sur quelque chose qu'il aime bien à faire, un petit moment sympa, etc. Et vous voyez, quand vous repartez, pour mon cas précis, l'histoire de la sieste, c'est que sans faire la sieste, j'étais là en train de me pousser, de me forcer, allez, vas-y. Et sauf que, allez, vas-y, je suis laborieux, j'ai pas les yeux en face des trous, je peux faire des erreurs, je vais manquer de créativité, je suis pas rapide quand je fais le truc. Je fais une sieste, je sors de là, j'ai les idées au clair, et hop, ça avance, et je vais droit au but, et tout de suite, je suis productif, proactif, je rebondis sur quelque chose. Il y a vraiment une façon de se réorganiser. Je me souviens d'une fin d'année où je devais faire 120 jours en 60 jours. 120 jours de charge, puisque j'estime, sur mes projets, j'en parle dans le livre, je vais même jusqu'à estimer. Parce que pour garder un scénario par rapport à un autre, c'est bien aussi, très tôt, ce que les entreprises font de plus en plus, hein, on étudie la faisabilité d'aller vers ce scénario. Tu veux faire ton site internet, bon, combien ça va te coûter de créer ton site internet? Tu veux développer une communauté, une page Facebook, combien ça va te coûter, etc. Et voilà, je regarde, et du coup, ça me permet de prioriser, après de dire, bon, non, voilà, la page Facebook, je peux pas faire tout de suite parce que j'ai d'autres trucs à faire, et puis en plus, il y a tel truc à faire qui surtout me fatigue, et voilà. Et donc, je devais avoir 120 jours à faire en 60 jours, en 60 jours disponibles, c'est-à-dire j'avais 3 mois de disponibles et j'avais 6 mois de boulot. Du coup, voilà, c'est vraiment de tailler à la machette les objectifs, de vraiment décaler des choses et d'être créatif. C'est-à-dire que je vais trouver des tâches que de toute façon, entre deux trucs que j'ai à faire en parallèle, je vais essayer de trouver le point commun de ces deux tâches. Et ça, c'est un truc que de toute façon je dois faire. Donc je vais appauvrir, entre guillemets, les deux trucs que je me dis qu'il faut que je fasse en même temps. Et je vais faire du timeboxing, je vais travailler en mode brouillon, je vais faire le 80% d'une partie de la tâche. Et souvent, en fait, on se fait un monde. Par exemple, on se dit, tiens, en ce moment, je vois pas beaucoup de monde, je suis niais, j'en ai marre, je suis dans mon truc et tout ça. Et puis hop, il suffit, je fais un déjeuner avec une amie, avec un ami, et hop, ça repart, quoi. Merci.